Je trouve que Karine a mis la barre un peu haut pour commencer, donc on va essayer de rester dans la lancée. Et si je dois répondre à cette question, quel progrès, il me semblait, c'était qu'avons-nous appris? C'est que tout s'inscrit dans la durée et que la recherche clinique, c'est extrêmement, au moment de l'application, extrêmement complexe et que seule une approche collective, académique et éthique, en gardant la confiance de nos patients, peut nous permettre d'avancer. Et c'est peut-être ce qu'on essaie de développer, si j'arrive à passer les diapos, Pauline à l'aide, dans ma tête. Donc, pourquoi Karine Tart a raison quand elle dit que l'utilisation des cellules mésenchymateuses stromales n'a pas fini de faire ses preuves dans les maladies auto-immunes. Et si la question est posée, pourquoi s'intéresser à la sclérodermie et au lupus? C'est peut-être parce que nous prenons en charge ces patients, mais finalement, c'est avant tout parce que ce sont deux maladies auto-immunes. L'une extrêmement rare, la sclérodermie, maladie vedette, maladie rare, aucun traitement ayant démontré son efficacité, si ce n'est la greffe, l'autogreffe de moelle, ce qui nous a occupés pendant 20 ans, mais maintenant, ceci est établi. Et l'autre, le lupus, dont la fréquence est beaucoup plus importante, qui est une maladie vedette également, et pour laquelle, depuis plus de 20 ans, aucune biothérapie n'a fait la preuve de son efficacité, si ce n'est le belimumab, dont l'efficacité, avec tout le respect que j'ai pour l'équipe du professeur Koganov, me paraît quand même modeste en soins cliniques. Et puis, chaque jour ou chaque 15 jours, il y a une nouvelle biothérapie qui est inventée pour le lupus. Donc, maladie vedette, plus de médecins, plus de traitements que de patients parfois. Et puis, finalement, si l'on regarde dans cette grande cohorte de Catalogne qui a le mérite de nous ramener à l'évidence clinique du patient, si on veut avoir le prix Nobel, il valait peut-être mieux s'intéresser ou comprendre comment les cellules mésenchymateuses stromales peuvent être efficaces dans l'auto-immunité, la thyroïdite, mais ce n'est peut-être pas la bonne maladie. Donc, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis cette plaque. En synthèse, pourquoi et qu'est-ce qu'on a appris? C'est que oui, ces deux maladies, ces deux affections sont probablement des affections où, à cause de l'association entre auto-immunité et auto-inflammation qui est maintenant bien établie, parce qu'on a compris le background génétique de ces deux mécanismes, eh bien oui, il y a une place pour l'utilisation des cellules mésenchymateuses stromales si grâce à des équipes comme celle de Karine Tart, mais comme celles qui sont aussi peut-être dans cette salle et d'autres, et en fédérant nos compétences, on arrive à comprendre comment ça marche. Et ça sera la deuxième question, parce qu'il faut passer des animaux et des souris d'Alain Lescoa et Valérie Le Sueur à Rennes et comprendre comment c'est complexe de développer des modèles animaux pour démontrer chez l'animal, puis oser transférer chez l'homme après avoir prouvé l'innocuité, l'utilisation de ces fameuses cellules mésenchymateuses stromales. Qu'est-ce qu'on a appris? On a maintenant la certitude que la toxicité n'est guère un risque, mais ce n'est pas pour rien que Jean-Roch Fabreguet va conclure cette séance, parce que sous la férule du pharmacien et de la chef de la pharmacie de Saint-Louis, ici, Isabelle Madeleine, eh bien, on ne peut pas faire un pas sans avoir pour chaque nouvel essai, nouvelle utilisation d'un produit, développer, démontrer l'innocuité et la safety. Ce qui veut dire qu'un certain nombre de questions demeurent et que probablement on en a résolu quelques-unes ensemble après 10 ans de travail sur ce sujet. Mais que la route est encore longue et qu'il va nous falloir trouver plus de réponses à des questions. La première étant, est-ce qu'il faut du produit frais ou congelé? Est-ce qu'on injecte par quelle voie d'administration, sous-cutanée ou intraveineuse? Combien et quelle source? Et enfin, comme on aime l'Europe, c'est quand même très complexe et que la régulation des produits et de la recherche clinique en Europe est beaucoup plus complexe qu'en Amérique du Nord. Et nos collègues de McGill, certaines sont branchées. Donc cette plaque, je l'ai montrée l'année dernière, je l'ai montrée l'année d'avant, je la montre chaque année, donc on va dire que je suis bonne pour aller à la retraite, mais rassurez-vous, M. Macron rallonge l'âge du travail, donc c'est dangereux. Et donc, simplement, ça m'a pris 3 mois pour comprendre ce papier, vous l'avez tous par cœur dans votre tête, mais c'est quand même grâce à McGonagall, il y a 15 ans déjà, qu'on a compris qu'on ne pouvait plus, comme au Moyen-Âge, considérer ces maladies auto-immunes que purement auto-immunes avec une anomalie de la réponse adaptative, mais qu'il y a dans chaque maladie auto-immune et chaque patient à qui on s'adresse, en fait, une composante auto-inflammatoire et auto-immune.
Cette composante auto-inflammatoire étant essentielle à prendre en compte dans l'approche thérapeutique, parce que les corticoïdes, c'est bien, mais on peut peut-être faire mieux, et que finalement, c'est lié à la libération de facteurs tissulaires au site de l'inflammation, quelle qu'en soit la cause, et qu'à ce moment-là se met en place l'étape initiale de l'activation de la réponse immune, et que ces anomalies-là sont certes, peut-être dans certains cas, avec un background génétique extrêmement important, mais le plus souvent, il s'agit d'une association entre les deux composantes auto-immunité et auto-inflammation, et c'est que ce signal pro-inflammatoire, avec ce release cytokinique absolument important, va être à l'origine, en tout cas pour nous, de l'utilisation initiale dans le concept des MSC dans certaines maladies auto-immunes, dont scléro et lupus. Mais le rôle de la MSC ne s'arrêtera pas là. La deuxième raison, c'est pourquoi on utilise ces MSC dans la sclérodermie, dans le lupus. On ne va pas refaire l'histoire, mais on revient sur Ikehara et ce papier Princeps ici, qui le premier d'entre nous avait montré, il y a maintenant 30 ans, que quand on fait que l'origine de l'auto-immunité ne se situe pas dans la réponse adaptative, mais dans la secondaire, mais dans la réponse innée, et que c'est au niveau du stroma médulaire qu'il existait quelque chose. Ce papier date de Mathusalem, 94. Donc, vous voyez ici que quand on prend une souris lupique qui va mourir à 50% au bout de 16 jours spontanément, si on lui fait une greffe de moelle osseuse, on a une augmentation de la durée moyenne des souris de 50%. Mais si on rajoute à cette greffe de moelle osseuse des cellules stromales, on double encore la durée de survie des animaux. Donc, c'était la première démonstration en utilisant des greffes autologues qu'il y a un effet additif au niveau du stroma médulaire, mais à l'époque, on ne connaissait pas les MSC. Donc ça, c'est le premier point qu'on garde en mémoire au plan expérimental, et finalement, la traduction clinique qu'on peut en avoir, que ce soit dans la sclérodermie, dont on ne connaît toujours pas le mécanisme physiopathogénique exact, ou dans le lupus, où on ne revient pas exactement à l'origine du mécanisme, eh bien, on sait, et Matek et chacun d'entre vous a contribué à le démontrer, dans la sclérodermie comme dans le lupus, c'était plutôt les Allemands, qu'il y a une efficacité certaine de l'approche par autogreffe de moelle. Donc oui, il y a quelque chose qui se passe là. Et puis parallèlement, il y a 25 ans, Friedenstein décrit et isole ces cellules mésenchymateuses stromales, les caractérise, et puis les chercheurs du monde entier se mettent autour de la table, parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une cellule mésenchymateuse stromale, pardonne-moi Karine, qu'un fibroblast. Donc finalement, il faut peut-être les définir et les caractériser. L'ISCT se met autour de la table, fait des critères de définition, et le message, ces cellules adhèrent au plastique, elles ont une capacité de différenciation en adipocytes, chondrocytes, ostéoblastes, mais surtout, elles expriment des marqueurs essentiels à la définition CD90 et CD105, mais elles n'expriment pas les marqueurs hématopoïétiques ni les marqueurs endothéliaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été extrêmement important d'arriver à définir de par le monde les caractéristiques de ces cellules pour savoir comment on les isole et comment on les produit. Et ça n'est pas pour rien que Hélène Roire préside cette séance. Il faut avoir, avant de l'administrer chez l'homme, des critères d'identité, certes, de viabilité, de stérilité, et c'est pour ça que Jean-Roch va nous enseigner, et puis surtout, d'où est-ce qu'on les prélève? Eh bien, il y a de nombreuses sources, et ici, on fait de la recherche académique, mais dehors, on fait de la recherche industrielle et pharmaceutique, et tous ont cru, et de nombreuses équipes pharmaceutiques tentent de développer ces outils comme des biomédicaments. Finalement, Karine l'a illustré, ce n'est pas le tout d'avoir identifié un produit, il faut essayer, et c'est tout le travail en binôme et en collaboration translationnelle pour, une fois qu'on peut administrer quelque chose chez l'homme et qu'on voit un résultat clinique, car on vous a présenté l'année dernière, et ils sont publiés, les progrès qui ont pu être faits dans la sclérodermie, eh bien, il va falloir prédire comprendre comment ça marche et essayer de prédire où ça marche et comment. Alors, cette plaque est extrêmement complexe. Pauline ne l'aime pas, mais je n'allais pas vous présenter la même plaque que l'année dernière, mais elle dit la même chose. Donc, ces cellules, un certain Kaplan, qui lui sait ce que c'est de monter des fonds, mais a été à l'origine de très grands progrès
dans la caractérisation des cellules mésenchymateuses stromales. Ils les appellent maintenant des cellules médicinales signalines. Et c'est en réalité, c'est vrai, car si on ne comprend pas tout du mécanisme d'action, on sait que cette cellule va agir dans un contexte d'auto-immunité ou d'auto-inflammation où on a une activation TNF-alpha, interféron et un environnement inflammatoire qui va alors transformer la cellule MSC sur un côté pro-immunomodulateur et va lui permettre d'agir sur les différentes cellules qui interviennent dans la réponse immunitaire innée ou adaptative et d'avoir, comme cela a été démontré au cours des 15 dernières années, in vitro, puis in vivo et maintenant chez l'homme, des effets multiples et complexes, on ne va pas rentrer dans les détails, mais à toutes les étapes de cette réponse, de cette réponse immune, dans les deux grandes étapes, que ce soit au niveau des cellules dendritiques, que ce soit au niveau des NK, de la reconnaissance et aussi de la réponse T et de la réponse B. Donc finalement, si on veut avoir un mécanisme d'action unique, il n'y en a pas un seul, et c'est là où Karine a beau dire ce n'est pas plus complexe que l'utilisation d'un anticorps monoclonal. Je réfléchissais à ça ce matin et il me semble modestement que oui, parce que finalement, administrer chez l'homme, ces cellules, autant qu'elles soient purifiées, caractérisées, que ce soit de vrais MSC. On peut se poser la question parfois, et c'est la raison pour laquelle les malades qui nous entendent ne doivent pas aller dans des boutiques qui commercialisent les cellules mésenchymateuses stromales et qui font payer 45 000 € des injections intrathecales. Mais ces cellules, une fois caractérisées, vont aller au site de la lésion inflammatoire, qu'elle soit dans le lupus, qu'elle soit dans la sclérodermie. Elles vont sécréter leurs facteurs bioactifs et puis elles vont concourir à l'amélioration des acteurs périphériques et donc au reset d'une forme de réponse avec une action immunomodulatrice, immunosuppressive, parfois pro-angiogénique et peut-être antifibrotique, on peut le rêver, n'est-ce pas, tous ceux qui ont collaboré et aidé aux résultats des études dans la sclérose. Alors cette plaque, et je remercie Pauline qui nous va chercher dans clinicaltrials.gov l'actualité tous les 6 mois, donc c'est à jour, ça date de janvier 2023, c'est tout frais. Vous voyez qu'on est petit à Matec, mais on est dans la compétition internationale. Par rapport aux Chinois, on ne pèse pas lourd, 435 essais cliniques sur les cellules mésenchymateuses stromales. L'Europe n'est pas trop mal, 291, l'Amérique 321 et on passe sur l'Amérique latine. La sclérodermie, donc au total, alors que ces cellules ont été caractérisées il y a 25 ans, 1600 essais cliniques aujourd'hui sur le globe entier, essayant de démontrer ou d'analyser leur efficacité dans différentes maladies, et puis finalement 22 dans la sclérodermie et dans le lupus. Alors, on ne va pas refaire la présentation de l'année dernière, elle est sur YouTube grâce à Pauline à Catenay, qui est maintenant à Montpellier, qui filmait l'année dernière. Vous pouvez la revisiter, ça fera monter l'activité sur le site Matec, on sera très heureux. Et puis, ce qu'on a compris, c'est résumé sur cette plaque. Premièrement, est-ce que c'est toxique? La réponse est non. Mais ceux d'entre nous qui sommes assez vieux, et j'en fais partie, ou vieilles, se rappellent qu'il y a 20 ans, eh bien oui, et Dominique Charon, tu partageras avec moi ces interrogations, il y avait des modèles animaux où on démontrait que l'administration de MSC chez l'animal entraînait des effets de transformation ou d'une carcinogénèse associée et qu'il existait une instabilité chromosomale qui nous a fait frémir. À l'époque, on n'était pas en application chez l'homme et que dans des modèles de sarcome chez la souris, des MSC induites expandées in vivo, ex vivo, entraînaient une expansion du sarcome. Donc oui, on comprend que la rigueur française par rapport aux habitudes dans d'autres pays que je ne nommerai pas, fait qu'on a très longtemps attendu, merci la NSM, pour pouvoir faire des essais cliniques. Et qu'en pratique clinique, il ne faut pas nuire. Donc, de quoi disposait-on? De l'expérience dans la GBH, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à une sclérodermie, c'est ce qui nous a fait avancer, et de l'expérience de Karine Tart, publiée dans Blood, les premiers en 2010, et ça a fait le tour du globe, avec Luc Sensebe, aujourd'hui décédé, et avec qui nous avons travaillé et fait ce premier essai, qui démontre que oui, on voit des anomalies karyotypiques, mais il n'y a pas de transformation, je fais court, et que plus on les pousse, plus il y a d'anomalies karyotypiques, mais quand on s'appelle des équipes de qualité, et on fait du karyotyping et du fiche, et on s'aperçoit que même s'il y a des petites anomalies, ce n'est pas le bon contrôle.
Expliquez-moi pourquoi aujourd'hui on continue à faire des fiches et des cariotypes après avoir injecté chez les patients. Je n'ai toujours pas compris. Ce que l'on sait aussi, c'est que c'est peut-être la sécurité, mais ce n'est pas dans tous les pays. Deuxièmement, la sécurité est confirmée. Et ce qu'on disait il y a 2 ans a été augmenté par les méta-analyses. Lucie Billard nous a montré comment les méta-analyses, c'est le gold standard. Avec Corinne Frère, on a eu la chance d'en faire un certain nombre dans d'autres sujets. Ben oui, ça rapporte des points sur le PubMed. Mais n'empêche que c'est vrai et que cette méta-analyse des Canadiens Thomson avec 3000 patients, 55 essais randomisés, que ce soit de la Chine à l'Amérique du Nord, finalement, cette toxicité que l'on craint et qui doit être notre obsession n'apparaît pas en clinique. Donc, c'est moins dangereux d'utiliser des MSC quand elles sont bien préparées qu'une autogreffe de moelle. Et puis, qu'est-ce que l'on sait? On a présenté l'essai et les résultats d'utilisation des MSC dans la sclérodermie l'année dernière. C'est que oui, ces anomalies cariotypiques apparaissent, que oui, ça nous fait arrêter l'essai pendant 1 an. Oui, ça rend la recherche clinique compliquée, mais que quand on fait des cultures de ces cellules qu'on administre chez nos patients sans crainte et qu'on nous fait faire des cultures après, même si on pousse de P0 à P7, il n'y a pas de pousse anormale et il n'y a pas de risque à l'administration chez ces patients. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, on doit changer notre approche, nous les cliniciens, pour développer des essais cliniques chez ces patients, parce que le premier essai nous a pris quand même 10 ans d'efforts. Donc, on va vous montrer comment le deuxième nous prend 5 ans d'efforts. Ensuite, la question qu'on se posait il y a 10 ans avec Laurence Michel, qui est de l'autre côté de la cour et peut-être branchée en ligne, et Franck Verrecchia et d'autres, c'était à partir de la moelle osseuse de nos patients à qui on faisait des greffes de moelle autologue pour la sclérodermie, est-ce qu'on devait prendre des cellules mésenchymateuses stromales autologues ou allogéniques. Et puis, parallèlement, les Chinois, la même année, publiaient leurs résultats dans le lupus et montraient ce que l'on peut comprendre si on se rappelle le travail d'Ikehara, qu'en fait, chez un patient atteint d'une maladie auto-immune, il existe au niveau d'un moelle osseuse des anomalies et donc ces cellules mésenchymateuses stromales autologues portent les anomalies liées à la maladie, ce qu'on a démontré dans la sclérodermie avec des anomalies du récepteur du récepteur 2 du TGF-bêta, et ce que les Chinois ont extensivement démontré et analysé, car en Chine, il n'y a pas eu les biothérapies, donc ils ont fait le saut directement sur l'utilisation de la thérapie cellulaire, ce qui explique les différences entre les régions, puisqu'on parle de régions du monde. Et cette plaque et cet article, qui est une résumé de Ling Yongsun, dont un des étudiants a travaillé avec nous à Amatec pendant 1 an, et a ramené sans doute un peu plus que son article, mais aussi les bases de données, eh bien, montre que quand on est dans l'environnement de la maladie du pic, eh bien, effectivement, quel que soit le niveau de signalisation des MSC ou de leur mode d'action auquel on s'intéresse, eh bien, on a des anomalies en périphérie. Donc, la conclusion, il ne paraît pas raisonnable d'utiliser des cellules mésenchymateuses autologues aujourd'hui chez nos patients. Alors, il va falloir trouver un donneur allogénique. Et là, l'histoire recommence parce qu'on est en train de travailler, comme vous l'avez vu ce matin, sur 5 essais cliniques différents utilisant des MSC allogéniques chez des receveurs scléro, lupus, Covid. Eh bien, notre collègue Inès Colmenia à McGill a montré, parmi tant d'autres, que quand on prend des donneurs de cellules de l'adipocyte, du tissu adipeux, pardon, et des cellules mésenchymateuses et qu'on les prend chez des donneurs d'âge différents avec le diabète, l'hypertension ou l'athérosclérose, leur potentialité inhibitrice sur des tests simples sur la prolifération T est fondamentalement diminuée. Donc, quand on travaille avec ceux qui vont nous aider à produire des cellules, encore faut-il que le pharmacien avec qui on travaille comprenne qu'il va falloir sélectionner son donneur. Et là, on comprend les fourches codines de la réglementation française sur la caractérisation du donneur pour les cellules mésenchymateuses stromales, qui doit être aussi précise que probablement dans des dons de greffe de moelle. Donc, la sélection du donneur, je ne rentre pas dans les détails. Tout est en ligne sur le site Internet grâce à Ingrid maintenant, qui chaque semaine, avec les collègues qui sélectionnent les articles et moi-même, chaque 15 jours, on remet à jour les dernières nouvelles. Je vous recommande ce papier de Sanchez qui résume la production et des MSC.
Donc, on ne va pas redire ce qu'on a dit l'année dernière. Qu'est-ce qu'on a appris? Il faut 10 ans pour traiter 20 malades, c'est juste impossible. C'est ça la recherche académique. Ça rend collégial, ça permet de s'inscrire dans la durée, mais ce n'est pas d'une productivité immense face à nos amis groupés ou allemands. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que le contrôle de qualité est essentiel. Oui, alors qu'on travaille bien et proprement, quoi qu'on en veuille, quoi qu'on en dise, il y a une hétérogénéité dans ces cellules, Karine l'a montré, et donc il faut avoir un recours à des techniques pour démontrer au pharmacien-chef qui va nous montrer qu'on injecte un produit homogène qui ne sont pas celles que nous ont demandé la régulation pour délivrer des cellules. Donc, est-ce qu'il faut aller jusqu'à la transcriptomique pour montrer qu'on a des produits homogènes finis? Deuxièmement, est-ce que si on injecte un donneur allogénique, on va développer des auto-anticorps, on va développer des allo-anticorps? Karine l'a dit, 2 patients sur 20 ont développé des allo-anticorps. Ça n'a pas changé la réponse, mais Zora Marjanovic m'a toujours dit attends un peu, on verra. Donc, il faut continuer à les monitorer, ça, on est d'accord. Troisièmement, sur les essais cliniques concernant la sclérodermie ou ces maladies hétérogènes complexes, eh bien, il vaut mieux avoir travaillé pendant 20 ans et de manière groupée et publiée. Et je remercie les collègues de Toulouse, de Poitiers, de Bicêtre qui supportent les fourches codines de la rédaction d'un article pour faire le trou. Et au bout de 15 ans, quand on a publié sur un sujet, finalement, on peut compétitionner avec nos collègues nord-américains qui ont quand même une capacité à rejeter les papiers, même quand ils sont de qualité. Mais surtout, on connaît nos malades. Et donc, on sait de quoi on parle sur les scores de revenants, l'atteinte pulmonaire, et c'est cette hétérogénéité, on ne va pas rentrer dans le détail, qui rend si complexe le choix du primary endpoint. Ensuite, l'immunomonitoring, Karine l'a montré, le potency essai, Karine l'a montré. Donc, c'est complexe, mais on a des résultats cliniques qui ont été publiés, ce qui nous a permis, sur le premier essai dans la sclérodermie, de dire oui, on n'a pas perdu ces 10 ans, oui, on a eu raison de travailler avec Grégory Punier, Maria, Puyade, tous les collègues et les patients, Sabine Berthier, qui sont en ligne, qui sont venus, qui nous ont fait confiance, parce que tous les patients sclérodermiques, qui est une maladie redoutable, parfois ne peuvent pas relever de la greffe. Donc, oui, il faut trouver des alternatives. Et ce que nous avons montré montre qu'il y a une réponse. Cette réponse apparaît à 3 mois sur la peau, sur le poumon. Maintenant, les Chinois l'ont dit avant nous, il faut probablement faire des injections répétées. C'est ce qui est en train d'être analysé dans dans 2 essais qu'on va mettre au point, un en France, un au Canada, qui va démarrer, utilisant l'un des cellules mésenchymateuses d'origine adipocytaire en France, l'autre originaire du cordon ombilical. Et grâce à l'équipe de statistiques, utiliser ce qu'on nous a appris ce matin, des modèles bayésiens, des critères de jugement allégés pour essayer de voir comment 2 injections versus placebo permettent de montrer que cette réponse est susceptible de s'inscrire dans la durée. Et puis, vous l'avez vu ce matin, Grégory Punier a obtenu un PHAC il y a un certain temps déjà qui devrait démarrer et qui a déjà démarré en incluant les patients. D'autres modalités d'utilisation des MSC dans la sclérodermie seront utilisées avec des injections peut-être en sous-cutanée au niveau du site de la lésion. Et donc, je ne peux pas rentrer trop dans le détail, mais la question qui nous taraude, on sait qu'il faut de l'allogénique, vous l'avez, j'espère, ça a été exposé. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus facile? Le cellule adipocytaire, parce que du gras, il y en a partout, par les temps qui courent, ou des cellules ombilicales, parce que j'ai eu la chance de travailler 20 ans à l'étage du dessous ou du dessus, dans ce magique lieu qu'est Eurocord, et à être imbibé du fait que le CORD, c'est quand même une source de cellules inépuisables, recyclables et bio, comme le disent les amis allemands. Donc, beaucoup de raisons qui font que ces 2 essais vont permettre d'avancer sur le sujet. Alors, le lupus, c'est une histoire franco-chinoise en ce qui concerne MaTech. Les Chinois et le groupe de Nankin ont les premiers publié l'utilisation des cellules en haut à gauche, des cellules mésenchymateuses originaires du cordon ombilical, parce qu'en Chine, c'est principalement ce qui se fait, un peu de bone marrow, dans des lupus réfractaires avec des résultats fantastiques. Fantastiques parce qu'on a vu ces malades, certains d'entre nous, et que effectivement, même si on ne parle pas chinois, on a vu les chiffres de SLEDAI baisser et on a vu l'infiltrat pulmonaire régresser et on a vu l'atteinte cutanée s'améliorer et c'est malade.
Et puis après, ça devient plus complexe parce que le design, comme on dit, des essais est trop mélangé pour qu'on puisse en sortir quoi que ce soit. Et même s'il y a la masse 81 malades avec le score de SLEDAI, qui est l'index de base pour suivre l'évolution clinique, quand on met, comme l'a dit Mathieu Puyade, en question de l'endoxan en même temps que les cellules mésenchymateuses, on ne sait plus qui fait quoi. Et puis, comme la médecine, le privilège de vieillir, c'est aussi d'avoir un peu la liberté de parole, c'est aussi beaucoup l'argent. Et bien, vous voyez que, en ce qui concerne Matec, Baker Biotech avait produit, j'ai eu la chance d'aller avant le Covid voir à quoi ça ressemble, c'est assez impressionnant, de richesse et de puissance, des cellules mésenchymateuses. Ils ont publié ces 18 malades dans un beau journal, Annals of Rheumatic Disease, index factor 35. Quand on creuse, on ne comprend pas. Il y a de l'endoxan partout, il y a des malades pré-traités, et ça a permis à tous ceux qui, comme le disait Karine Tart, se crêpent le chignon, eh bien, de dire que les MSC, ça ne fonctionne pas. Pour autant, en bas à droite, voici la chute du SLEDAI sur 70 malades qui part de 8 et qui auront une réponse partielle ou une réponse complète dans la cohorte chinoise, analysée par nos soins ici à Saint-Louis avec les Chinois et avec Myriam Labopin et publiée avec eux. Donc, oui, dans le lupus, il est temps d'avoir un essai randomisé placebo et seuls les Chinois pourront le faire. Et comme nous, on est plus petits, on se met sous les nuages et on a eu un prix de je ne sais plus de combien, un petit prix mais très gros pour nous, qui nous a permis de commencer, grâce à la Fondation du Rhin, le traitement de 10 patients lupiques dans un essai de phase 1-2 avec une analyse bayésienne. Aujourd'hui, 7 patients sur 10 ont été inclus, dont un malade de Strasbourg, un malade de Poitiers, j'en oublie, un malade de Montpellier, je crois. Il nous reste 3 patients à inclure et je vous propose d'ici le 1er mars de proposer à vos patients, car on sait que c'est totalement inoffensif, ça on est rassuré. Ensuite, sur l'efficacité, eh bien, je ne montrerai, parce qu'il faut que je passe, que cette image, qui est celle d'une patiente qui était extrêmement réfractaire, qui a été injectée, et vous voyez entre la colonne de droite J0, la colonne de J10 et la colonne J1 mois, cette dame ne pouvait pas marcher, elle a toujours une atteinte pulmonaire, une atteinte rénale, et c'est une patiente du professeur Korganov, elle pourra en parler. On a eu une réponse majeure à 1 mois. Même la professeure Korganov s'est dit, ah ben dis donc, à Paris, ils ne m'ont pas raconté d'histoire. Ceci étant, le rêve n'a pas duré longtemps. La malade a rechuté. Elle a tellement rechuté que, merci à Dr Fabregat et aux collègues de je ne sais pas où, on a pu, de la NSM, avoir une autorisation compassionnelle pour traiter une 2e fois. Ce 2e injection n'a pas eu la même réponse. Pour l'instant, la malade est stable. Donc, que font les Chinois? Ils continuent, ils ont probablement lancé leur essai, et comme eux, ils ont le sens des affaires que nous n'avons pas à Matec, ils ont monté une collaboration avec les Américains, comme par hasard, le site de South Carolina, et l'essai de phase 1-2, qui n'a pas duré 10 ans, mais qui a duré 3 ans chez les Chinois, et qui a démontré que sur 7 malades, on avait une inuquité, ici c'est le SLEDAI et une chute du SLEDAI, et maintenant transformé en un essai randomisé placebo versus 2 doses, 1 10 puissance 6 et 5 10 puissance 6, chez des patients avec un SLEDAI élevé et des scores secondaires qui permettront peut-être d'avancer. Mais là encore, quand on parle régulièrement avec eux, ce qui est important, c'est la démonstration des mécanismes d'action. Et je n'ai plus que 2 plaques car le temps passe. Conclusion, qu'est-ce qu'on a appris? C'est une option thérapeutique prometteuse dans la sclérodermie comme dans le lupus, mais tout est chez les producteurs de cellules. Professeur Roy, Dr Fabregat, merci, aidez-nous. Deuxièmement, comment ça marche? Ça reste un mystère, mais on sait que ça va au site de l'inflammation. C'est magnifique, on l'injecte en intraveineuse, ça passe par diapédèse, et plus c'est inflammé, plus Karine est heureuse parce que in vitro, elle veut upgrader ses cellules. Ensuite, ce concept qui a été évoqué très brièvement est comment va aller agir la MSC au site de l'inflammation. Est-ce qu'elle va jouer sur la fonction phagocytique du macrophage ou est-ce qu'elle va jouer sur toutes les cellules de l'immunomodulation et augmenter les Treg? On a de quoi s'occuper pour les 10 ans à venir pour montrer, démontrer et affiner la réponse. Enfin, de manière importante, est-ce que c'est Punier qui gagnera ou est-ce que c'est Matec? Eh bien, ce sera tous ensemble, je l'espère.
à condition de rester groupés, et c'est un appel à cela pour les générations d'après, eh bien, et ce n'est pas si simple, on le voit dans la pratique, eh bien, on voit que si on injecte en intraveineux ou si on injecte en sous-cutané, dans ce modèle qui est un modèle d'utilisation des MSC dans la maladie de Crohn, c'est le jour et la nuit. Et c'est peut-être pour ça que dans la maladie de Crohn, l'utilisation des MSC a obtenu l'AMM et a été successful. Et je conclus là-dessus. La recherche à l'échelon local, c'est complexe. À l'échelon européen, c'est extrêmement complexe parce que la législation est différente. Mais finalement, on est plus innovant parfois et plus souple. Donc, la conclusion, c'est qu'il faut savoir collecter les données ensemble. Et voilà pourquoi Lucie Briard a parlé aujourd'hui. Et je voudrais remercier avant tout l'équipe, les collègues, et puis ceux qui nous font confiance et les patients. Merci.